Donc un autre module qui, pour le coup, peut être intéressant aussi pour les utilisateurs un peu plus lambda, c'est le module de jeu de données. Donc dans les grandes lignes, ce module-là, il permet de fournir une interface simple pour obtenir des jeux de données réduits en taille. Ces jeux de données, l'objectif, c'est qu'ils soient utilisés pour réaliser des tests unitaires, fonctionnels et toute autre chose, mais aussi qui servent de jeu d'exemple pour les utilisateurs et pour les développeurs pour savoir ce qu'on a entre les mains, pour tester des choses, pour tester des modules, ce genre de choses. Ce module de dataset, on peut aussi noter qu'il abstrait les détails techniques de stockage, puisqu'aujourd'hui, nos jeux de données ils vont être stockés dans Nextcloud, mais plus tard, dans un futur plus ou moins lointain, on essaiera de stocker ces jeux de données-là directement sur 4P, mais pour ça, on a besoin d'un certain développement pour gérer toute une interface côté 4P pour pouvoir récupérer ces jeux de données. Ces jeux de données en question, ils sont différents des jeux de données de test qui sont fournis pour chaque module, là, souvent. C'est les mêmes? Alors aujourd'hui, il y a pas vraiment de jeux de données de test qui sont fournis avec les modules. Ben, non. En fait, il y a tout le temps un dossier de test. Enfin, en tout cas, dans l'architecture historique, là, il y a un dossier de test où tu mets des jeux de données, où il y a un test unitaire qui est lancé dessus à chaque fois que tu... Non? Tu... Il y a certains modules qui l'ont, mais pour moi, c'est pas fréquent, D'accord. Ah bon, ok. si je me trompe pas. Euh, mais l'idée, c'est un petit peu la même chose. Donc, c'est d'avoir effectivement des jeux de données pour faire ces tests unitaires-là. Je dirais que le petit plus des jeux de données dont on va parler ici, c'est qu'en théorie, ils ont la même structure que sous 4P, là où les quelques modules 4P qui possèdent déjà quelques données de test, généralement, c'était des données mises un petit peu à la volée et pas forcément structurées de la même manière que dans 4P. Je sais pas Ah, si je... ouais. Si je peux rajouter un truc, en fait, Sylvain, c'est que dans la Forge MIA, tu peux pas mettre des fichiers trop gros. Et donc, du coup, il y a plein de modules où finalement, tu peux pas vraiment les tester parce que t'as pas les nuages de points ou des choses comme ça. Donc, l'idée, c'était pour ça que c'était de faire la partie dataset en dehors de la Forge MIA parce qu'on n'avait pas la place pour le faire. Donc, un exemple de ce module Python-là, c'est donc encore une fois, l'import, il se fait assez facilement depuis la lib 4P. Dans le module dataset, on importe l'objet dataset. Et à partir de cet objet-là, on va pouvoir lister les jeux de données qui existent. Donc ça va typiquement nous donner cet aperçu-là, donc une liste de datasets qui existent. Donc on peut faire ces petites courses et en sélectionner un. On peut aussi afficher des détails à propos de ce jeu de données-là. Donc quand il y a des métadonnées rattachées à ce dataset-là, on peut utiliser cette fonction de detail qui va nous afficher les métadonnées du jeu de données dans lequel on va trouver tout un tas d'informations. Donc on retrouve le nom du jeu de données, sa description, la personne référente, etc. On retrouve aussi les métadonnées euh, un peu génériques euh, qui ressemblent aux métadonnées qui sont contenues dans le métadonnées.json. Et on a aussi, euh, notamment dans ce cas de figure-là où on a une donnée L2, on a aussi dans les métadonnées du jeu de données euh, tout un historique des traitements qu'il a subis pour en arriver à extraire les données de ce jeu-là. Je sais pas si j'ai été clair. Et enfin, on a la fonction la plus intéressante, c'est évidemment de pouvoir télécharger ce jeu de données-là. Donc, tout simplement en faisant dataset.download notre nom de données, ça va télécharger le jeu de données et puis on va l'avoir sous la main pour faire soit nos tests unitaires, soit nos tests à la mano en tant qu'utilisateur, etc. Ce module de jeu de données, il a quand même quelques limitations. Donc actuellement, c'est dans la bibliothèque 4P, c'est le seul composant qui implique une dépendance vers une bibliothèque tierce. Donc après, ça va, c'est que c'est qu'une seule dépendance.
Malgré tout, si on souhaite l'éliminer, ce sera sûrement possible de faire disparaître cette dépendance-là quand on utilisera 4P au lieu de Nextcloud. Ce sera dans un futur plus ou moins lointain. Euh, dans la même dans la même lancée, si on change de fournisseur de jeux de données, donc au lieu de Nextcloud, on utilise 4P par exemple, on aura sans doute quelques dissonances lors de la mise à jour de ce nouveau fournisseur-là. Pourquoi? C'est parce que il faudra mettre à jour du coup sa bibliothèque 4P pour avoir accès au nouveau fournisseur de données. Donc, pour reformuler, en gros, si on permet de fournir les jeux de données directement via 4P au lieu de Nextcloud, tous les utilisateurs devront mettre à jour leur bibliothèque 4P pour pouvoir utiliser ce nouveau fournisseur-là. A contrario, il est techniquement possible d'avoir plusieurs fournisseurs. Donc, si par exemple on ajoute 4P en plus de Nextcloud, en fait, on pourra avoir les deux comme fournisseurs. Du point de vue de l'implémentation de comment ça a été fait dans la bibliothèque 4P, c'est tout à fait possible. Donc, on peut avoir tout un tas de fournisseurs de jeux de données. Ça, ce sera pas un problème. En limitation, on peut aussi noter que actuellement, l'implémentation actuelle, elle est relativement sommaire. Par exemple, quand on fait télécharger un jeu de données, on n'a pas d'indicateur de progression de ce téléchargement-là. En fait, on fait télécharger, puis on attend jusqu'à ce que ce soit bon. Ceci dit, les jeux de données, ils sont relativement réduits, donc normalement, ça prend que quelques secondes ou dizaines de secondes. Mais techniquement, ce sera possible de mettre en place ce genre de fonctionnalité de barre de progression, si c'est nécessaire. Ils sont forcément réduits parce que tout à l'heure Marie disait qu'ils pouvaient être gros justement. Si tu vas télécharger des nuages de points ou des... Gros pour la forge, mais réduit parce que tu as moins de micro, tu as quelques microplots à chaque fois, t'as pas Mm. toute une expérimentation. Après, techniquement, on pourrait avoir effectivement des gros jeux de données aussi dans ce pool de datasets. Aujourd'hui, on a approximativement une quinzaine de micro-datasets qui sont disponibles. Donc, c'est différentes données intermédiaires d'une chaîne de traitement. Et en fait, sur ces micro-datasets-là qu'on a déjà disposés sur le Nextcloud, ça concerne 4 parcelles. Donc, 4 parcelles, c'est relativement réduit par rapport à un vrai jeu de données qui en possède 100, 120 ou plus. Après, on n'est pas contraint de rester à 4 parcelles, mais bon, il faudra faire gaffe aussi. En fait, c'est là où il faut juger entre efficacité et représentativité du jeu de données. Mais c'est des discussions qui peuvent durer. Ça peut faire vite plusieurs gigas une parcelle, enfin plusieurs parcelles, hein. Je pense à une discussion qu'on a eue avec Rémi il y a pas longtemps avec les caméras haute résolution. Une parcelle c'est 1,2 giga, il disait Rémi. Ouais, ouais, ça peut vite monter, ouais. Donc après, pareil, ça dépend toujours aussi de quelles données on enregistre. Parce que typiquement, là, les données qui vont être volumineuses, c'est évidemment les images RGB et surtout les nuages de points. Et ensuite, quand on tend vers de la donnée L2, c'est hyper léger. Donc ça dépend aussi du type de données qu'on enregistre. Donc pour terminer sur les limitations de ce module-là, on peut aussi évoquer le fait que les jeux de données sont semi-normalisés, on va dire. Il n'y a pas de standard fort actuellement à suivre, donc il n'y a pas de validation possible sur la structure de comment on sauvegarde ces micro-datasets-là sur le Nextcloud ou autre. Donc c'est très dépendant de la personne qui va déposer ces datasets-là dans les dépôts. Mais on a quand même un début de bonne pratique de structuration qui est en maturation, donc notamment au niveau des métadonnées du dataset, ce genre de choses. Il n'y a pas de standard fort, mais on a un peu des grandes lignes à suivre, mais qui sont pas contraintes aujourd'hui.